je dois appuyer sur... Voilà. Alors, oui. Oui, Et si vous pouviez approcher au maximum le micro de façon à ce que vos lèvres soient assez proches du micro pour qu'on entende bien. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je suis directeur de la DVNI depuis 2008, donc depuis 5 ans. Je crois important de bien décrire ce que fait la DVNI. Pour pouvoir répondre à votre question, ce n'est-ce que la DVNI a été sollicitée dans le cadre de l'affaire que vous avez indiquée tout à l'heure. La DVNI donc, est en charge du contrôle des grandes entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions et pour les prestataires de services à 75 millions, c'est-à-dire environ 3500 groupes ou entreprises qui sont établis en France. Avec leurs filiales, ça représente 70 000 entreprises. Donc, pour procéder au contrôle de ces entreprises, j'ai 500 collaborateurs. On fait environ 1400 contrôles par an. Et le montant des rappels, donc des droits et pénalités que nous faisons en 2012, s'est élevé à 4,6 milliards. Ces rappels portent quasiment exclusivement sur les impôts dus par les sociétés. Donc c'est l'impôt sur les sociétés, la TVA, les impôts locaux. La DVNI ne fait pas de contrôle des particuliers. La DVNI ne fait pas ce qu'on appelle des ESFP, vous savez, c'est l'examen de la situation fiscale personnelle. La DVNI ne contrôle jamais l'ISF. Donc les seuls cas où nous sommes amenés à faire des rappels d'impôt sur le revenu, c'est dans le cadre du contrôle des entreprises. Nous vérifions la situation des dirigeants, puisqu'il y a un lien étroit, évidemment, entre la comptabilité des entreprises et la rémunération des dirigeants. Par exemple, est-ce que les dirigeants ont bénéficié d'avantages en nature ? Est-ce que leur rémunération est excessive ou pas excessive ? Est-ce qu'ils ont déclaré les plus-values sur les titres, sur les stocks options ? Il nous arrive d'ailleurs de requalifier des rémunérations, c'est-à-dire des plus-values en traitement et salaire. Voilà, c'est les seuls cas où nous sommes amenés à faire des rappels d'impôt sur le revenu. Alors, moi, on m'a expliqué que je suis là parce que il y a un article de Valeurs Actuelles qui indique que des vérificateurs de la DVNI auraient participé dans le cadre de l'affaire Cahuzac à une enquête en Suisse. C'est faux. C'est faux, c'est clairement faux, c'est voire même grotesque, puisque, on ne contrôle jamais les particuliers. 2, nous n'avons pas le droit d'aller à l'étranger, ça nous est totalement interdit. À ma connaissance, aucune administration de contrôle fiscal au monde ne peut aller contrôler en dehors de son territoire national. Et nous ne sommes pas un service de recherche d'une enquête. Voilà, donc j'ai été concerné en rien, ni moi, ni mes collaborateurs dans cette affaire. Point. Point. Bon. Alors, comment ? Non, mais attends, il y a d'autres interventions. Non, oui. Non, mais il y a quand même une question. Ah oui, on va peut-être vous écouter alors tous les trois, puis après on reprendra pour chacun d'entre vous. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Vous préférez comme ça ou successivement ? Non, vous pourrez parler tous les trois, puis après on vous posera les questions. Ok. Bien, monsieur. Donc Bernard Sadoua, ex-directeur de la Direction nationale d'enquête fiscale. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je suis naturellement vos travaux et j'ai cru comprendre dans les différentes interventions que vous aviez des interrogations sur le rôle de la Direction nationale des enquêtes fiscales. Donc j'ai pris le parti de vous dire quelques mots de ce que nous faisons, sur quoi nous travaillons. Donc, bien entendu, l'ADNEF inscrit son action dans des orientations qui lui sont données par la direction générale. J'ai naturellement reçu des lettres de mission et nous les avons mises en œuvre. Au titre de ces 3 dernières années qui ont été celles de mon mandat, ces orientations ont visé à renforcer la présence de l'ADNEF sur les fraudes graves, notamment dans le domaine de la fiscalité des entreprises, qui représentent les enjeux les plus importants. Donc, je vise en particulier la lutte contre les carrousels en TVA, la lutte contre la fraude internationale. Nous disposons à cet effet de procédures adaptées à ces objectifs qui vont du droit de communication au droit d'enquête jusqu'à des vérifications ou même les perquisitions dans les cas les plus graves. Mais bien entendu, au terme de ces enquêtes, les entreprises concernées font l'objet d'une vérification de comptabilité, principalement par les directions partenaires, on va dire, la DVNI, les directions de contrôle fiscal. La DNEF elle-même en fait très peu, et surtout des carrousels. Tout ce dispositif est bien calé au plan juridique, et je dois vous dire que nos opérations ne connaissent que rarement la censure des tribunaux, tant au stade de l'enquête que dans l'exploitation des renseignements que nous fournissons aux vérifications.
conformément aux orientations reçues, bon, je lis cela parce que j'ai entendu dire que l'ADNEF pourrait ne pas avoir été présente. Alors je dois vous dire que nous avons nettement accru la production de cette direction. Nous avons multiplié en 3 ans le nombre de contrôles par 2,5. Nous avons amélioré la qualité des travaux et elle se mesure par différentes composantes, le taux d'aboutissement de nos propositions, les résultats financiers, le recouvrement, les suites pénales. Tous ces paramètres sont en évolution très favorable, très favorable. Nous avons aussi développé beaucoup d'actions préventives, notamment dans le domaine des fraudes de type carrousel. L'affaire du CO2 est encore gravée dans nos mémoires. Donc on a fait de la prévention, notamment dans les secteurs sensibles de l'énergie, sur par exemple la téléphonie, sur IP, où il y avait des commerces, des véhicules d'occasion également, où il y avait beaucoup de problématiques de fraude. Nous avons également fait monter en gamme nos travaux, ce qui s'est traduit notamment par une importante programmation au profit de la direction des vérifications nationales et internationales, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc mon collègue a en portefeuille plus d'une centaine d'affaires d'origine de l'ADNEF, ce qui n'est pas rien. Et nous avons conduit également des opérations lourdes dans le domaine du secteur de l'économie numérique. Je sais que l'Assemblée et le Sénat s'y sont penchés. Sachez que l'ADNEF a beaucoup travaillé sur ces créneaux avec des opérations très importantes dont je ne peux pas parler pour des raisons de secret professionnel, mais la presse en a parlé. Il y a eu des fuites chez les entreprises visitées. Donc l'ADNEF n'a pas été passive au cours de ces 3 dernières années, ni en retrait par rapport à ce que font d'autres pays économiquement semblables. On soutient, je vous le dis, très honorablement, et même mieux que ça, la comparaison avec la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne. On a été souvent bien en avant et on a obtenu d'ailleurs au niveau juridique des décisions de cassation ou du Conseil d'État extrêmement favorables pour nos procédures. Donc l'ADNEF est une direction extrêmement active, mais sur le domaine de la fiscalité des entreprises. Alors, vous allez sans doute la question vient naturellement à l'esprit. Alors, quel est le positionnement de l'ADNEF par rapport aux personnes physiques? Ça, on se rapproche des travaux de la commission. Bien, nous sommes plutôt en retrait. Alors, la raison, elle est essentiellement technique et juridique. C'est que lorsque l'administration fiscale se livre à des recherches extérieures amples, approfondies, précises, pour apprécier la cohérence de la situation fiscale d'un contribuable, en particulier en matière d'impôt sur le revenu, eh bien, elle démarre par là même un début d'examen de situation fiscale personnelle. Et donc, en principe, on doit adresser préalablement un avis de vérification. Donc, ça veut dire que le rôle de l'ADNEF est extrêmement limité pour les personnes physiques, sauf à créer les conditions d'un vice de forme qui pourrait être exploité au niveau contentieux et qui compromettrait l'imposition finale. Donc, on est très peu présent sur ces opérations, sauf sous la forme d'opérations collectives qui ne visent pas un contribuable en particulier, mais qui visent une problématique. Par exemple, nous avons lancé plusieurs opérations sur la thématique des comptes détenus à l'étranger. On a mis en œuvre un texte qui s'appelle le L96A, c'est un article du livre des procédures fiscales, ce qui nous permet d'obtenir des banques la liste des opérations faites à destination de paradis fiscaux par rapport à des seuils qui ont été prédéfinis. Ces opérations-là sont possibles, on en a conduit plusieurs, c'est parfaitement légal, mais ça ne crée pas une condition juridique, on va dire fragile, pour l'exploitation des données par la suite. Donc l'ADNEF a un rôle effectivement important sur la fraude des personnes physiques et fraude internationale en particulier, mais ça ne vise pas des cas particuliers, on en fait extrêmement peu. Donc si l'administration fait un contrôle sur pièce depuis ses locaux, c'est ce que font les directions gestionnaires ou la direction nationale des vérifications de titres fiscales sur les dossiers de gamme, il n'y a pas de problème. En revanche, si on enquête à l'extérieur sans passer par une procédure, alors on crée un risque juridique. Voilà. Donc, ces actions dont je vous parle, collectives, elles se sont bien inscrites dans la feuille de route de l'ADNEF. Nous avons 2 brigades qui travaillent sur ces sujets. Ça représente quand même moins de 20 personnes sur 300 au total. Ça vous donne une idée quand même de l'orientation de nos travaux. Par contre, pour les particuliers, je vous l'ai dit, on en fait très peu. Et en général, peu, ce qui ne veut pas dire pas du tout, mais on en fait un peu. Et quand il s'agit de contribuables qui relèvent alors de catégories plutôt sensibles, alors là, la problématique est encore plus différente. C'est que là, on ne fait rien sur initiative, absolument rien. Là, on passe automatiquement par des contacts préalables avec l'administration centrale et une commande qui nous est donnée.
D'ailleurs, c'est si vrai qu'on vous a parlé, je crois, du contrôle des parlementaires notamment, mais bon, les parlementaires font partie d'une famille plus générale des dossiers sensibles. À la DNEF, jusqu'en juin 2011, nous n'avions pas d'habilitation pour interroger nos fichiers sur ces dossiers dits sensibles. Ça vous donne une idée de l'orientation de nos travaux. Nous n'étions pas spécialisés sur ce créneau. Donc, pour résumer les choses, donc nous travaillons sur des dossiers de personnes physiques d'un certain niveau, on va dire, car la direction générale nous passe une commande précise. Sinon, nous n'intervenons pas. Avec l'autorisation du... Vous avez terminé? Pas tout à fait, mais presque. Mais... Si vous voulez, je peux m'arrêter là. Monsieur le rapporteur voudrait vous poser... Non, vous allez jusqu'au bout, voudrait vous poser une question. Ça peut se faire en cours de partie, je vous en prie. Avec l'autorisation du président, parce qu'on est peut-être au cœur du sujet par rapport à ce que vous venez de nous dire sur les personnes physiques, que vous êtes en retrait, sauf sous forme d'opération collective. Oui. Je voudrais vous parler de l'antenne bordelaise de la Direction nationale des enquêtes fiscales. Oui. Comment expliquez-vous, par rapport à ce que vous venez de dire, que cette direction de l'antenne de Bordeaux ait demandé auprès du Centre des impôts parisien le dossier fiscal de Jérôme Cahuzac? Alors, j'ai plusieurs questions. Vous y êtes à cette direction depuis 2009, donc c'était avant vous, mais est-ce que vous avez eu connaissance de ce prélèvement? Est-il habituel qu'un service, comme le service de Bordeaux, procède par lui-même à des investigations portant sur un contribuable domicilié à Paris? Qu'est-ce qui peut expliquer que le prélèvement de ce dossier n'ait eu aucune suite? Et pourquoi ce dossier n'est revenu qu'en 2007 à Paris? D'accord. Alors, pour traiter... Oui. Peut-être répondre, parce que oui, je vais vous répondre. Mais nous ne sommes pas là, la commission d'enquête n'est pas sur le fonctionnement de vos trois directions, c'est sur l'affaire Cahuzac et en quoi vos directions étaient impliquées. D'où la question très précise de notre rapporteur. Je vous pose cette question, c'est que M. Gonel, sous serment, devant cette commission, a fait cette affirmation. Et que ce matin, nous avons eu connaissance à la fois de l'accusé de réception et la date de retour du dossier. Oui. Alors, ce que je vous ai dit n'est pas contradictoire, si vous voulez. Avec la suite de mon propos. Commençons par Bordeaux. En matière de recherche, si vous voulez, il n'y a pas une compétence d'attribution stricte. Tous les services de recherche bénéficient de mon donné d'information et à partir d'une information, on tire les fils. Donc la règle est que le service qui reçoit l'information tire des fils. Hein. Alors pourquoi Bordeaux? L'origine de l'information? Oui, c'est souvent. Mais ça peut être l'origine d'information. Donc vous ne partez pas d'informations anonymes? Mais des formations, vous connaissez la doctrine de la DGFiP en matière d'informations anonymes. En principe, nous ne les exploitons pas, mais... Attendez, elle est récente, puisque votre... Mais il y a eu une évolution dans le temps. Oui, la circulaire dont on vous a parlé... Les tribunaux acceptent toujours, d'ailleurs, on pourrait toujours faire référence. Mais, si vous voulez, les tribunaux, on pourrait faire état de dénonciation anonyme. C'est moi qui ai mis la pagaille en tant que rapporteur. Revenons à la question. Peut-être la question que je vous ai posée. On va revenir sur toutes ces questions. La question que je vous ai posée. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Oui, dans l'ordre. Non, mais attendez. Parce que j'autorisais le rapporteur à vous interrompre. Mes chers collègues, nous allons laisser... Attendez, monsieur, je peux vous répondre. Attendez, nous allons laisser monsieur Salva terminer. Après... Madame Gabet, et après, on posera toutes les questions, parce que là, on voit bien qu'en interrompant, c'est un peu la pagaille. Alors, vous achevez, mais sachez quels sont les types de questions qui vont vous être posées. On est sur l'affaire Cahuzac. Je souhaite que sur cette question, et de la réponse vienne maintenant. Oui, je vais vous la donner. Donc je vous disais que la règle en matière de recherche n'est pas de sectoriser le travail des enquêteurs. Celui qui a une information tire les fils de l'enquête et mène l'enquête jusqu'au bout. La DNEF a différentes structures réparties sur le territoire national. Ces brigades ne sont pas cloisonnées à leur région parce que quand on prend un dossier,
on ne connaît pas toutes les ramifications du dossier. Ça peut partir dans le sud-est et atterrir dans le nord. Bon, donc c'est très difficile de cloisonner tout cela. Ça se traduirait par une perte de compétences, probablement. Vous savez, plus il y a de liaisons, moins c'est efficace. Donc la règle est que l'enquêteur va jusqu'au bout de son travail, avec tout l'encadrement administratif qui va avec. Donc une brigade comme celle de Bordeaux bénéficie d'une information par des personnes qui sont localisées dans la région du sud-ouest. Bon, à partir de là, bon, on tire les fils et le dossier parisien peut être demandé, consulté. De nos jours, c'est beaucoup plus simple puisqu'on passe par des applications informatiques tracées, mais je veux dire, il n'y a pas de frontière. Il y a une compétence nationale pour les enquêteurs de l'ADNEF. Donc ce n'est pas une anomalie en soi dans le fonctionnement courant de l'ADNEF qu'une brigade de Bordeaux puisse demander un dossier à Paris. Ça, c'est pas normal. Est-ce que sur ce dossier précis, vous avez eu l'occasion, durant vos fonctions, de regarder de plus près ce dossier? Pourquoi il est parti en 2001? Les informations sont parties en 2001 et revenues qu'en 2007. Alors, sur ce dossier précis, il faut se situer dans le contexte de l'époque. En 2001, M. Cahuzac n'avait pas la notoriété qu'il a acquise par la suite. Il était parlementaire. Il était conseiller général, il n'était pas encore tout à fait député, il est devenu... Il a été député jusqu'en 2002. En 2001, c'est ça, il est devenu en 2001. Non, c'est 97-2002. 97-2002. Élu en 1997. Et battu en 2002. D'accord. Battu en 2002 et réélu en 2007. D'accord. Bon. Moi, j'avais noté 2001. Et en 2001, aux élections municipales, il est élu maire de Villeneuve-sur-Lot. En 2001, il est député. Voilà. 2001, il était député. Bon, d'accord. Mais a priori, bon, la brigade a demandé le dossier, on lui a communiqué. Donc ça veut dire que la brigade a fait une démarche officielle qui a été tracée. Je crois qu'on vous a remis le document. Donc c'est pas anormal en soi de demander un dossier. Monsieur le directeur, ce que nous avons découvert ce matin, c'est qu'il lui a été transmis, mais que votre subordonné n'en a même pas informé son chef de brigade. Oui, ça, je ne me prononcerai pas sur la chose. Votre collègue nous a dit que ceci est un dysfonctionnement de l'administration. Ceci n'est pas normal. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Alors, si vous voulez, il y a des degrés dans l'approche d'un dossier. Ça reste vrai de nos jours. Donc, je ne me prononcerai pas sur l'époque, j'y étais pas. Mais quand on prend un dossier parce qu'on a tiré un élément qui paraît être une piste de recherche, si vous voulez, bon, au départ, on ne sait pas si le dossier va prospérer ou si ça va s'arrêter très rapidement. Bon. Donc, il y a un début le tout commencement se passe par un examen d'un dossier. Par rapport à ce que vous nous avez dit, monsieur le directeur, pourquoi en 2001, la Direction nationale des enquêtes fiscales, leur antenne de Bordeaux, s'intéresse à une personne physique? Alors que vous nous avez dit que vous vous intéressez essentiellement aux entreprises. Pour quelle raison? Quelle explication pouvez-vous? A priori, bon, M. Cahuzac, ça je le sais depuis, mais bon, a eu des activités professionnelles, donc il pouvait Soyez y plus avoir... précis, monsieur, soyez plus précis. C'est une notoriété que M. Cahuzac, Oui, avant d'être ministre, a eu une activité de chirurgien. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, l'enquêteur a pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre cette activité-là et puis... Mais est-ce que, en tant que directeur de cette direction depuis 2009, et surtout ces derniers mois, sachant qu'il y avait eu cette demande à Bordeaux, vous avez fait votre propre enquête au niveau de la direction? Non, l'ADNEF n'a pas été sollicité par la direction générale, donc nous n'avons absolument pas travaillé sur le dossier Cahuzac. Absolument pas. Jamais? Jamais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas posé la question pourquoi il était revenu en 2007, pourquoi il y avait eu cette demande, rien? Je vous ai dit que les dossiers des personnalités, nous ne les prenons que si la direction générale nous en fait la demande. Or, depuis 2009, la direction générale... Est-ce qu'il a fallu demander l'autorisation à la direction générale pour que le dossier soit transféré à Bordeaux? Écoutez, ça s'est passé en 2001. Je vous répondrai pour la période que j'ai connue. Moi, je ne connais pas 2001, j'y étais pas. Alors, à partir de 2009... Vous nous dites que pour une personne physique, il faut l'autorisation de la direction générale. Dossiers, actuellement, je vous dis pour les dossiers sensibles, nous demandons l'autorisation de la direction générale. Et depuis quand? Depuis la circulaire? Et c'est la direction générale qui nous demande, en général, de traiter les dossiers plutôt c'est dans ce sens-là. Mais depuis quand, monsieur le directeur? Depuis mon installation, septembre 2009. Et auparavant, je ne sais pas. Il y a une continuité de l'État, monsieur le directeur. Vous m'avez fait prêter serment de dire la vérité, je vous dis la vérité. Oui, mais vous pouvez vous renseigner sur ce qui se passait.
Je connais la période que j'ai connue. Bon, Mon écoutez, si prédécesseur, vous pouviez je nous l'ai répondre sur- rencontré 2 heures, donc je ne peux pas vous en dire plus. Eh ben, vous pourriez interroger votre prédécesseur, monsieur le directeur. Écoutez, je ne suis plus directeur de l'ATNEF, monsieur le président. Donc, Non, mais avant 2009. vous avez eu ce matin Alexandre Gardette, vous avez vu d'autres responsables de la DGFIP. Moi, je n'ai Mais pas vous travaillé tournez, sur- les Je responsables. n'ai bien. pas travaillé sur le dossier Cahuzac. Nous n'avons pas travaillé sur le dossier Cahuzac. Donc, on Ok. ne s'y est pas intéressé. Voilà. Donc La réponse est claire là-dessus. depuis décembre 2012, début décembre 2012, au moment où l'affaire sort, votre direction n'a pas eu à regarder Absolument. On les ne l'a interférences avec Bordeaux. Absolument. On n'a pas regardé le dossier Donc, Cahuzac. mais vous, J'ignorais qu'il y avait une interférence avec Bordeaux, d'ailleurs. Je l'ai connu bien après. Je l'ignorais. quand vous l'avez connu? Je l'ai connu parce qu'il y a eu une enquête judiciaire. Et c'est à cette occasion-là que j'ai appris que Bordeaux avait travaillé Parce que dans le passé. l'enquête vous a, disons, dans le Bah, cadre de c'est-à-dire l'enquête, vous avez qu'on- été sollicité? Pas personnellement, on m'a demandé quel était le Qui chef vous a- de qui brigade, vous a demandé? etc. Je pense que c'est un officier de police judiciaire qui s'est rapproché de nous pour savoir où c'est Donc, passé par le à canal. quelle époque, monsieur? Écoutez, là, j'ai plus un souvenir très fin du jour, mais enfin, je peux vous dire que c'est bon. Après le 5 décembre, oui. L'enquête était déjà lancée, donc on nous a demandé quel était le chef de brigade qui pouvait se trouver à l'époque à Bordeaux. Donc j'ai demandé à mes services de nous chercher le nom de cette personne. On l'a communiqué à la direction générale, qui a dû prendre la tâche des services de Mais police. est-ce que vous saviez, en tant que directeur général, que ce dossier était revenu qu'en 2007? Pas du tout. Pas du Donc tout. vous n'êtes pas du tout, Ah, pas du y tout, compris non, quand je- la police judiciaire vous a posé des questions, vous n'êtes pas du Ah, tout bah, préoccupé pourquoi il était parti à Écoutez, Bordeaux? on a répondu aux questions qu'on nous a posées, mais je n'ai pas enquêté personnellement sur l'affaire Cahuzac. Voilà. Non. On passe à Madame Gabet. Et vous avez terminé, monsieur le directeur? Vous aviez d'autres Écoutez, choses à nous dire? Oui, si vous voulez que je répondrai à d'autres questions après, éventuellement. D'accord, non, vous aviez j'en achevé votre... Non, je voulais vous dire que j'aurais complété Bah, mon allez-y, propos en vous finissez. disant que, puisque là, je savais que la question allait être posée, mais bon, en tant que directeur de la NEF, bien entendu, j'avais un tableau de bord. Hein. Bon, ce tableau de bord recensait les affaires qui pouvaient avoir d'abord des enjeux fiscaux importants, celles qui pouvaient présenter, comment dire, je ne sais pas s'il faut appeler ça un risque médiatique, et puis celles qui présentaient une originalité en matière de fraude. Donc, ce document opérationnel portait sur une période d'environ 2 ans, mais il n'y avait pas une profondeur historique telle qui m'aurait permis de savoir que le dossier Cahuzac avait été prélevé en 2001. Bien D'accord. entendu, je n'avais pas cet élément. Ok. Hein. C'est tout? Oui, ça sera tout. Monsieur le directeur, juste encore un mot. Donc, vous nous dites que votre direction à Bordeaux a pu être intéressée sur le dossier Cahuzac du fait qu'il avait une activité professionnelle, un Je bureau ne sais d'études. pas, je ne sais pas. Non, c'est une supposition Non, mais pure. c'est toujours pour bien comprendre cette notion de retrait sur les personnes physiques. Donc, si vous avez un retrait sur les personnes physiques, c'est peut-être sa structure de service qu'il avait qui a conduit, non? Si vous voulez, sur les personnes physiques qui n'ont pas une activité professionnelle, on intervient peu, c'est ce que je vous disais. Par contre, sur les dirigeants d'entreprise, bien entendu, on regarde les dossiers. Donc, au départ, est-ce que l'agent pensait que cela pouvait avoir une origine professionnelle ou pas? Je ne sais pas, c'est une hypothèse. S'il l'a pensé, il n'était pas infondé à regarder le dossier. Mais si ce n'est pas le cas, bon, en général, je vous dis, sauf demande express de nos jours, sous mon mandat, on ne regardait pas les dossiers. D'accord. Bon, on passe... Merci, monsieur le directeur. On passe à Madame Gabet. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, en quelques mots assez brefs, une petite présentation de la Direction nationale des vérifications de situation fiscale. Pardon, cette direction est la 3e des directions nationales et elle a en charge le contrôle des dossiers des personnes physiques les plus significatifs. Alors, la mission qu'exerce la DNVSF, en réalité, est double. La DNVSF a été créée en 1983 et depuis cette période, elle a une mission que nous qualifions d'historique, qui est le contrôle fiscal externe des personnes physiques. Alors, dans ce mot un peu barbare de contrôle fiscal externe, il faut comprendre la mise en œuvre de l'examen de situation fiscale personnelle et, le cas échéant, de vérification de comptabilité lorsque le dossier de la personne physique se trouve lié au dossier d'une entreprise ou d'une activité professionnelle. Le périmètre d'intervention de la DNVSF dans ce domaine s'apprécie en fonction de critères divers qui sont des critères chiffrés, d'importance, de complexité, d'international et de notoriété. Elle ne dispose pas à ce titre d'un portefeuille qui lui est réservé, contrairement à mon collègue de la DVNI qui a une compétence exclusive pour les contrôles des multinationales au-dessus d'un certain montant de chiffre d'affaires.
Donc, comme elle n'a pas de compétences dédiées ou exclusives sur ce portefeuille, elle agit en fonction des propositions qui lui remontent des services territoriaux, des services locaux, des services d'enquête, des services de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'exercice des droits de communication respectifs. Et puis la DNVSF, très récemment, s'est vue dotée d'une seconde mission très importante, qui est une mission de surveillance et de contrôle corrélé revenu-patrimoine des dossiers que nous appelons les dossiers à très fort enjeu, c'est-à-dire les dossiers dont le chiffre d'affaires, le revenu global est supérieur à 2 millions d'euros ou l'actif brut LISF est supérieur à 15 millions d'euros. Dans ce cadre, nous agissons dans le cadre des ordres de mission stratégiques de l'administration globalement, qui est de contrôler ces dossiers à très fort enjeu. Et dans ces dossiers-là, nous avons une compétence exclusive en matière de contrôle sur pièces. C'est-à-dire que pour ces dossiers, nous n'exerçons pas forcément ce contrôle approfondi que nous dénommons ESFP, mais nous avons l'obligation de couvrir notre portefeuille sur une période triennale qui correspond au délai de prescription en matière d'impôt sur le revenu. Voilà, pour ce faire, la DNVSF a une compétence juridique nationale. Elle peut intervenir sur l'ensemble du territoire. Elle a 300 agents qui sont dispatchés dans une quinzaine de brigades. C'est une direction de contrôle, ce n'est pas une direction d'enquête. Et j'ai pris la tête de cette direction depuis le mois de mai de l'année 2012. Voilà. Comme M. Sévieux, vous n'avez pas participé à une mission particulière en Suisse? Absolument pas. Je n'ai absolument pas le droit de quitter le territoire national pour mon travail. Alors, tu as dit non. Alors, je voudrais tout d'abord m'adresser au directeur des VNI et des VNEF, éventuellement à vous, madame. Nous avons appris par la presse que Jérôme Cahuzac avait deux activités, en plus des activités politiques. Il avait une clinique. Alors, je ne sais pas quel était le statut de cette clinique. Est-ce que c'était une société, une SARL, enfin, je ne sais pas. Et il avait une autre activité de conseil à l'égard des entreprises pharmaceutiques. Est-ce que, à l'occasion du contrôle des entreprises pharmaceutiques, traditionnellement, on contrôle ce qu'on appelait autrefois la DAS 2, c'est-à-dire l'ensemble des versements honoraires et autres versés par l'entreprise située en France ou par le groupe. Alors, comme l'avocat de Jérôme Cahuzac a déclaré publiquement qu'il avait alimenté le fameux compte en Suisse par des espèces prélevées sur des clients de sa clinique qui payaient en espèces d'une part, et d'autre part, par des versements de 3 cabinets qui ont été cités, qui sont entreprises pharmaceutiques, Servier, Fabre, et un cabinet américain dont j'arrive jamais à prononcer le nom, qui est Leslie & Lilly. Enfin bon, oui, c'est Lilly, mais c'est un double nom, c'est Lilly, enfin bon. Oui, non, je crois qu'il y a un double nom, enfin bon. Est-ce que vous avez été amené à contrôler certains de ces groupes? Et est-ce que vous avez découvert des problèmes de non-conformité entre le versement d'honoraires ou des prélèvements ou des anomalies dans les comptes de la clinique? Alors l'un des deux, tous les trois, enfin voilà. Bon, Parce que la question que se pose la Commission depuis le début, c'est notre collègue rapporteur qui a posé la question, quelle était la situation le 4 décembre? Qu'est-ce qu'on savait? Qu'est-ce qu'on savait le 4 décembre dans les administrations, dans les services, et qu'est-ce qui était remonté au niveau des ministres en charge de ces questions? Par rapport à votre question, qu'est-ce que savait la DVNI? Rien. 4 décembre, rien. Absolument rien. Alors, pour être complet, alors s'agissant de sommes qui seraient perçues dans le cadre d'une clinique, là, c'est vraiment pas du domaine de niveau de compétence de la DVNI, puisque comme je l'ai indiqué, c'est 150 millions de chiffre d'affaires ou 75 millions d'euros. Comment? Oui, il faut déjà une clinique. On a quelques cliniques, mais enfin, c'est vraiment des cliniques de très grande taille. Oui.
Alors, par contre, c'est vrai qu'on vérifie en revanche les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires que vous avez cités sont clairement dans le domaine de compétences de ma direction. Alors après, la question, c'est... Mais quand vous contrôlez, monsieur le directeur, par exemple, l'entreprise Servier ou l'entreprise Fabre ou la troisième que j'ai citée, qui est un établissement, enfin, une filiale d'une entreprise américaine, vous contrôlez le groupe. Oui. Voilà. Et donc, est-ce que vous êtes capable de détecter des versements faits par la filiale en Suisse ou ailleurs sur un compte en Suisse au nom d'une personne ou d'une entreprise dont le siège est situé en France? Alors, donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est quand on vérifie ce type de société, ça peut être un des points de vigilance, d'interrogation des vérificateurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des commissions qui ont été versées à des prestataires et est-ce que ces prestations sont justifiées? C'est-à-dire, vous savez, l'expression, c'est est-ce qu'elles ont été faites dans l'intérêt de l'entreprise? Voilà, c'est ça le critère. Donc, c'est effectivement assez fréquemment un cas de vigilance. Notamment si ça a été versé dans des pays à fiscalité privilégiée. Ça peut être un élément supplémentaire de vigilance. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut, d'abord qu'on regarde de façon exhaustive. Alors, en général, les vérificateurs procèdent par sondage. Et par ailleurs, qu'on peut voir tous les cas de figure parce qu'il est possible que certains groupes, pour payer ce type de rémunération, font appel à des filiales qui ne seraient pas des filiales établies en France et qui, à ce moment-là, ne sont pas dans notre domaine de contrôle. Alors, maintenant, si vous me posez la question, est-ce qu'en l'espèce, dans le cadre de ces contrôles-là, on a repéré quelque chose? Franchement, je n'en sais rien. Alors, je ne sais pas sur quelle année ça remonte, ces informations. C'est probablement assez ancien. Moi, je n'ai pas de connaissance de l'année de ces versements. D'après les informations publiées dans la presse, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça remonterait aux années 90. Voilà, oui, alors 90, on n'a même plus les dossiers. Mais peut-être que ça a continué après, on ne sait pas bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, nous ne sommes pas la police judiciaire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, au sein des services de l'État, quand vous contrôlez, puisque vous nous dites, bien entendu, on a contrôlé le groupe Servier, le groupe Fabre et d'autres, est-ce que vous vous êtes intéressé via les filiales, éventuellement en Suisse ou dans d'autres pays, à des versements d'honoraires à des entreprises, en l'occurrence Cahuzac Conseil, qui avait son siège en France? Écoutez, la réponse est je ne sais pas parce que ça remonte à des années 90. Moi, mais pour préparer cette réunion, j'ai posé la question parce que je me suis bien noté que vous alliez me la poser. Il m'a été répondu qu'on n'a plus les dossiers, qu'on n'a pas trace de ce type de recherche, en tout cas, et concernant ce contribuable-là. Voilà. Donc je peux vous dire d'une façon générale, c'est des sujets qu'on regarde par sondage, et je ne sais pas si on a regardé sur ce contribuable, et si on a des éléments, voilà, on m'a dit qu'on n'en avait pas, mais Votre collègue? Oui, parce qu'en concerne l'ADNEF, nous n'avons pas regardé parce que nous n'avons pas enquêté sur ce dossier. Cela étant, au niveau des commissions versées par des filiales étrangères, nous n'avons pas forcément l'information en France. Ce n'est pas une information dont nous disposons. Si une entreprise française qui fait du commerce international n'a qu'une entité, on va dire, française, alors on aura une déclaration qui va couvrir l'ensemble des versements, et ça, nous l'avons, bien entendu, on le regarde, on l'exploite. Ça fait partie de nos axes de travail à l'ADNEF, bien entendu. Les commissions versées dans les paradis fiscaux nous intéressent évidemment. Mais si ça se passe par l'intermédiaire d'une filiale située dans un pays étranger qui a une autonomie fiscale, on va dire, nous n'avons pas l'information. Donc les fraudeurs en général passent plutôt par ce canal que par un canal franco-français. C'est évident. Donc si l'hypothèse était le versement par une filiale étrangère des groupes dont vous parlez, la probabilité que nous ayons l'information est quasi nulle. Voilà, quasi nulle. Et donc,
Pour savoir si nous l'avions, il aurait fallu pour cela faire une enquête approfondie et rassembler l'information qui se trouve de manière passive dans des fichiers. Mais on ne remonte pas aussi loin que ce que vous pensez. Non, mais ça a pu continuer, on ne sait pas. Parce que bon, il y a dans les fichiers une profondeur historique. Tous les fichiers d'ailleurs qui sont par définition validés par la CNIL, et la CNIL met des limites dans le temps. En général, c'est le délai que nous avons pour exploiter l'information. Donc maximum, c'est une dizaine d'années. Au-delà, en principe, on ne doit pas garder l'information. Excusez-moi de revenir sur les dates, mais quand vous apprenez que M. Gonel fait cette déclaration devant la commission sous serment, en tant que directeur, vous étiez encore à cette date directeur, vous n'avez pas le souci, la curiosité de voir ce qui s'est passé à Bordeaux? C'est-à-dire que le souci, si la direction générale me demande d'enquêter, je l'aurais fait. Mais le dossier a été traité, vous l'avez entendu, il a été traité à la direction générale. Donc je n'ai pas, dans ces cas-là, à m'immiscer dans la gestion d'un dossier qui est dans les meilleures mains. Donc la responsabilité, c'est la direction générale. C'est tracé. Quand on fait une intervention, c'est tracé. Donc si par curiosité, on va dire, nous mettrons notre œil sur un dossier... Vous n'avez pas anticipé une éventuelle question de la direction générale? Je vous l'ai dit, dans les dossiers de cette nature-là, on n'anticipe jamais. Non, mais ça concerne votre service, monsieur. Oui, mais mes services appliquent strictement la règle, c'est que nous travaillons sur commande de la direction générale. Attendez, là, c'est pas exactement ça. Dans votre service, en interne, ce dossier est transféré à Bordeaux. Ça vous parlez d'une période que je n'ai pas connue. Oui, non, attendez. Il est resté 6 ans. Oui. Ça n'aurait pas été anormal que le directeur actuel, en l'occurrence vous interrogiez là-dessus, non? Mais je n'ai pas une vue sur ce qui s'est passé en 2001. Je n'ai pas cet élément-là. Il n'y a pas de fichier qui retrace les prélèvements de dossier. Il y a un fichier parce qu'on nous a donné l'accusé de réception ce matin. Non, mais vous avez la pratique est celle-là. C'est que quand on consulte un dossier... Mais vous l'avez bien donné ce matin, vous avez bien donné ces documents. Votre direction a bien donné l'attestation comme quoi le dossier était parti à telle date et était revenu en 2007. C'est tracé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Les prélèvements de dossier sont tracés. Mais ça ne veut pas dire... Au-delà de cette traçabilité, il n'y avait rien d'autre. C'est tracé à l'adresse où le dossier est géré, ce qui ne veut pas dire que le directeur de l'ADNEF a un fichier qui retrace ses prélèvements de dossier. Il n'existe pas ce fichier. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas savoir ce qui s'est fait 8 ans en arrière. On ne peut pas faire une requête là-dessus. C'est pas possible. Collègues, est-ce que vous avez des questions à poser aux 3 directeurs ici présents? Madame. Simplement un éclaircissement par rapport à votre intervention. Je vous remercie des informations données. L'ADNEF s'occupe des entreprises, des sociétés, c'est bien ça. Elle ne s'occupe pas des dossiers particuliers. Mais en revanche, les brigades d'intervention, les B2I, elles peuvent se préoccuper des dossiers des particuliers, puisqu'elles s'occupaient du dossier de Jérôme Cahuzac. Voilà, je voulais simplement avoir une explication administrative sur... Donc nous avons des services d'enquête qui s'appellent soit des brigades d'intervention interrégionales, qui font des enquêtes, qui proposent ensuite des perquisitions. Tout ça est validé par la direction et ensuite c'est mis en œuvre. Et nous avons encore des services qu'on appelle des brigades nationales d'investigation, des BNI, qui sont à Pantin, qui font la même démarche, sauf qu'elles ne vont pas jusqu'à la perquisition. Elles passent le relais aux B2I qui font les perquisitions. Dans ces structures-là, où on fait de la recherche, du renseignement, il y a une part d'initiative au départ. Hein. Tout n'arrive pas dans le cadre d'axes de recherche hyper cadrés. Il y a une part, ça peut être, je ne sais pas, la découverte d'un véhicule qui paraît suspect. À partir de là, on tire les fils et ça peut déboucher sur une enquête et aller très loin. Bon. Donc il y a une part d'initiative dans le métier de la recherche. Ensuite, après, il faut voir vers quoi on arrive. Bon, il est évident que si au départ c'est une affaire qui paraît anodine, elle peut passer par des rouages administratifs sans remonter au plus haut niveau. S'il apparaît à un moment donné que c'est un dossier qui mérite d'être soumis à un visa hiérarchique élevé, ça passera par ce canal. Donc le fait qu'au départ, alors là je ne justifie rien, c'est une explication, que l'enquêteur de Bordeaux qui a eu une information ait eu comme réflexe de regarder un dossier pour savoir ce qu'on pouvait en faire, c'est pas choquant en soi. Après qu'il ait gardé le dossier, ça paraît un peu long, encore que parfois des dossiers restent longtemps dans nos armoires parce qu'ils ont une vie, on va dire, faite de contentieux, et dans ce cas-là, on les garde. Mais ça n'empêche rien, de toute façon, c'est tracé.
Actuellement, ce n'est plus du papier, ce sont des applications informatiques. On fait des contrôles pour s'assurer de la bonne raison de regarder des dossiers. De toute façon, si le service qui gère le dossier, vous avez vu Mme Pécha l'autre jour, elle est venue devant vous, s'ils avaient eu besoin du dossier, ils l'auraient redemandé. Hein. Il n'était pas perdu puisqu'il y avait une fiche qui disait que c'était la B2I de Bordeaux. Bon, ça veut dire que pendant ce temps-là, le dossier a été examiné au vu d'autres documents annuels et qu'on n'a pas eu besoin de récupérer les archives. De toute façon, depuis 2002, quasiment, les dossiers papier ne récupèrent plus d'informations intéressantes. De tout est dématérialisé. Donc ce dossier, à partir de 2005, ne présentait quasiment plus d'intérêt. Hein, sur le plan fiscal, s'entend. Hein, il n'y avait plus de... Oui, non, juste, je me posais quelques questions, juste pour rebondir. Mais pour dématérialiser un dossier, à un moment donné, il faut l'avoir quand même. Parce que... À l'époque, si vous voulez, il y avait une certaine logique. Quand on prenait un dossier, ça veut dire qu'on le prenait en charge au plan enquête, enfin au plan contrôle, si on peut dire. Tout vérificateur qui contrôle un dossier détenait le dossier papier. C'était une manière d'affirmer sa responsabilité par rapport à une démarche. Bon, de nos jours, tout ça est caduque, puisqu'on est en dématérialisé, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Donc, ce que je voudrais poser comme question, que je posais ce matin, bon, manifestement, alors, il y a la période 4 décembre. Avril, bon, moi j'écoute les fonctionnaires depuis un certain temps, je trouve que ça a été vraiment bien expliqué, on sent un travail très professionnel, mais vous voyez bien que c'est la période avant qu'on sent qui a provoqué le 4 décembre, l'événement dans la presse et puis la suite. Alors, M. Gonel, lui, il nous explique que 3 fois il se fait fermer la porte, quoi. Alors la première, c'est la mystérieuse affaire 2001, où il a les éléments. Et il prend le contact avec des gens qui étudient le dossier. Il nous explique aussi qu'il y a une atmosphère un petit peu bizarre à ce moment-là à Villeneuve-sur-Lot. On est dans la période des municipales. Et quelques-uns de ses collègues, puisqu'il est maire avant l'élection, avant de se faire battre, il est maire, il a des collègues qui avaient mis en évidence que M. Cahuzac organisait beaucoup de manifestations avec les laboratoires de pharmacie. Donc il y avait toute une ambiance un peu particulière. D'ailleurs, il a dit que 3 de ses collègues avaient fait des remarques et avaient été menacés d'attaque par M. Cahuzac. Donc cette ambiance de laboratoire, enfin de pharmaceutique, planait sur Villeneuve-sur-Lot. Et c'est quand même dans ce contexte que M. Gonel récupère l'enregistrement et passe par des amis. Alors on nous a expliqué que ce n'était pas la bonne procédure parce que pour pouvoir travailler au fisc, il faut que les gens s'identifient, que ça soit fait correctement. Mais en fait, quand même, ce matin, on nous expliquait aussi qu'en 3 jours, le dossier est descendu de Paris rapidement. Alors, une personne qui aujourd'hui ne peut pas témoigner, ça va être le gros problème de cette affaire, c'est qu'il est décédé. Celui qui a eu le dossier rapidement, 3 jours, c'est-à-dire qu'il a dégainé vite fait. Sur une information un peu légère, rapidement, il prend le dossier. Et là, on voit bien qu'il y a une ambiance où il y a un parlementaire. Tout à l'heure, on disait quelqu'un qui n'était pas encore assez connu ici. Il est député à l'époque et ensuite il est député maire, parce qu'à partir du mois de mars, il est député maire. Donc une affaire qui commence rapidement et qui s'arrête avec un fonctionnaire qui n'informe personne de tout cela. Alors peut-être que, je ne sais pas à quel moment il est décédé, et ce dossier qui ne bouge plus d'ici, quoi. L'année dernière. L'année dernière. Donc c'est vraiment un peu dommage. Et le dossier ne bouge plus d'ici, quoi, jusqu'en 2007. Ça, c'est la partie un peu mystérieuse, la première. La deuxième, bon, c'est 2006 où les enregistrements se retrouvent entre les mains d'un juge très connu, qui, on se demande où il termine. Et puis l'épisode Garnier, encore quelqu'un qui travaille sur le sujet, informe, et les portes se ferment. Et puis, troisième moment pour M. Gonel, c'est que après que l'affaire éclate, après le 4 décembre, bon, il prend contact avec l'Élysée, avec quelqu'un qu'il connaît, M. Zabulon, avec qui il a un contact, il lui explique la situation, qu'il a les éléments, et là encore, la porte se ferme. C'est quand même beaucoup de portes qui se ferment sur des éléments qui se révèlent aujourd'hui vrais. L'enregistrement, donc... Comment vous pouvez expliquer moi, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous dites, c'est que c'est vrai que ce n'est pas votre domaine d'intervention, mais on sent quand même qu'il y a un contact entre les activités de M. Cahuzac et surtout les entreprises avec qui il avait affaire auparavant. Donc on sent que c'est dans cette ambiance-là que se passent ces choses. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir eu une intervention qui fasse que le dossier s'arrête à ce moment-là ? Parce que la partie mystérieuse, c'est quand même que partout, on sent que les fonctionnaires, vous parliez de traçabilité tout à l'heure,
écrivent bien tout ce qu'ils font. Et là, celui-ci, il n'informe personne, quoi. C'est quand même la partie un petit peu mystérieuse. Alors, il y a encore 2 intervenants, mes chers collègues, Mme Dalloz, et on finira par M. Moral-L'Huissier. Puis je poserai une dernière question à Mme Gabet. Comment Mme Dalloz. Président, je sais, Excuse-moi, je trouve, que... non mais régulièrement, le président et le rapporteur, vous intervenez très longtemps. Et à chaque fois que maintenant on pose des questions, on n'a pas le droit aux réponses. Mon cher collègue, donc, vous soyez avez sympathique. la parole. Hein. Non, c'est pas moi. Je voudrais qu'on réponde. Bon, alors réponse. Ma vision des choses, monsieur le député, ma vision des choses, ce n'est pas, je pense pas du tout qu'il ait pu y avoir une intervention, parce que très honnêtement, je n'en ai jamais vu. Durant mes fonctions, en 3 ans, je n'ai jamais vu la moindre intervention. En général, on fait nos enquêtes tout à fait dans les règles de l'art, et le dossier vont jusqu'au bout. J'ai jamais eu d'intervention à ce niveau-là. Non, je pense plutôt que dans le contexte de l'époque, il faut plutôt voir Moi, il me semble que ma lecture, c'est qu'on a quelqu'un qui a une information, ça c'est pas rare, ça arrive encore. La personne prend un dossier pour voir ce qu'il peut trouver dans le dossier. Bon, l'information était qu'il y avait un compte qui pouvait être à des étrangers et non déclaré. Bon, déjà à l'époque, il n'y avait pas d'obligation de déclarer des comptes. Donc déjà dans le dossier, on ne trouve pas forcément la déclaration des revenus avec la case ad hoc à cocher, etc. Bon, on est dans un contexte où la convention avec la Suisse excluait totalement la possibilité de questionner. Donc en termes opérationnels, je pense que la personne ne voit un dossier, il ne trouve pas d'informations sur un compte, bien entendu. Ça pourrait exister. Parfois, il y a des personnes qui font état de crédits d'impôt étrangers, donc c'est une piste sur un compte. Bon, probablement qu'il n'a pas dû trouver cela. La convention ne permettait pas de questionner. Bon, il n'a peut-être pas dû trouver non plus de déclaration d'honoraires versée par une filiale étrangère d'un groupe pharmaceutique. Ça, en général, on n'en trouve pas dans nos dossiers. Il n'y a pas de regroupement étranger. Donc à partir de là, bon, il s'est trouvé devant une impasse, on va dire, en termes de recherche. Et donc il a dû laisser le dossier de côté en disant bon, je ne trouve rien, ça ne donne rien. Bon, il n'y avait aucune certitude à ce moment-là que le compte existait. Bon, depuis, l'affaire a prospéré, mais à ce moment-là, il n'y avait ni les moyens juridiques pour aller chercher l'information, et sans doute, je ne connais pas le dossier papier, je ne l'ai jamais vu, mais je doute fort qu'il y avait des informations sur des comptes étrangers, vous voyez. Et partant de là, bon, le dossier est resté en l'état. Mais ce n'est pas, à mon avis, l'hypothèse d'une intervention, je ne crois pas du tout. Bon. Mon cher collègue, de toute façon, nous auditionnons le 12 M. Garnier. Parce que je pense qu'à travers son audition, on va en savoir un peu plus. Oui, encore que c'est... Enfin bon, encore on peut espérer en savoir un peu plus. Bien. Est-ce que vous avez répondu à toutes les questions de notre collègue ?